C'est l'une des plus grandes journalistes françaises, évidemment, presque une légende de notre métier, Michel Cotta, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à la recevoir. On va parler, Michel, de Ma Cinquième. C'est un bouquin incroyable, publié aux éditions Bouquin, un essai comme ça, qui raconte votre Cinquième République, hein, quand vous avez débuté à l'Express, quand vous avez raconté tout ça, De Gaulle, Pompidou, jusqu'à, évidemment, Mitterrand. Mais d'abord un mot, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, il traverse une passe difficile. Vous dites, par rapport à la loi sur l'immigration, la motion de rejet qui a été votée, aujourd'hui, il peut s'en sortir avec une nouvelle loi? Oui, ça peut être un épisode absolument qui sera secondaire bientôt dans la vie de la Ve République, ou ça peut être une crise fondamentale. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous ne savons pas s'il trouve un accord, évidemment, si la commission paritaire trouve un accord qui convienne à une majorité des députés, ce sera oublié bientôt. Oui, mais ce ne sera pas le projet d'Emmanuel Macron. Oui, pas, mais bon... mais le en même temps. Non, mais peut-être que effectivement, le en même temps est difficile à imposer dans une assemblée qui est minoritaire. Au fond, on a un problème. C'est un gouvernement issu d'une majorité relative, et ça, on n'en sort pas si on n'arrive pas. Si le gouvernement n'arrive pas à faire une coalition, il sera toujours en proie au risque d'une motion de rejet, parce que elle a marché une fois, mais elle pourrait marcher sur bien d'autres projets de loi. Oui. Donc, oui, on est vraiment à une période, je crois, il me semble que la Ve République, la Constitution de la Ve République n'avait pas prévu, par exemple, la cohabitation. On n'a jamais prévu qu'un président de la République de gauche pourrait être amené à appeler des gens de droite, ou le contraire, puisque Chirac a appelé Jospin. Ça, la Ve République, la Constitution de la Ve République l'a permis. Ça a été un aménagement, mais qui a marché. Mais là, en revanche, sur une minorité, enfin sur une majorité qui n'est pas une vraie majorité, une majorité qui est en dessous des 50%, oui, toutes les combinaisons sont permises, et toutes les combinaisons sont obligatoires, presque. C'est ça. Et alors, au fond, il serait peut-être obligé de dissoudre, de repasser par les urnes pour avoir une majorité ou espérer en avoir une. Non, il y a plusieurs moyens quand même. Il n'était pas obligé de dissoudre tout de suite. Je ne pense pas qu'il pense à une dissolution en ce moment. Non, mais il peut y avoir d'abord un référendum sur un texte qui sera celui accepté par Emmanuel Macron. Il peut y avoir un référendum. Alors on dit toujours, ah oui, mais les référendums, ça condamne l'homme qui les présente. Ça n'est pas le cas. C'est pas parfois sur le texte, voilà. Mais en matière d'immigration, c'est pas le cas. En matière d'immigration, on sait que 60% des Français veulent une loi sur l'immigration. Ils veulent une loi dure, proche de celle du projet proposé par le Sénat. Ils veulent une loi plus dure, en tout cas, que les différentes dispositions qui sont en cours aujourd'hui. Sûrement, maintenant, ils ne veulent pas, je ne pense pas qu'ils veuillent, comme le Premier ministre anglais, qu'on déporte des immigrés sur une île, ou dans un pays. Ça, je pense que ça, non, mais enfin, je pense sûrement que l'insécurité existe, que cette insécurité vient de temps en temps des milieux de l'immigration, de certains milieux de l'immigration, pas de tous, et que par conséquent, cette insécurité, on la sent tous les jours, et c'est difficile, effectivement, de ne pas apporter aux Français quelque chose qui les rassure. Oui, au fond, c'était jusqu'ici, on pourrait dire qu'il y avait une sorte de déni de réalité de la classe politique. Non, je pense pas. Ils ont fait beaucoup, ils ont pris beaucoup de dispositions, durcissant progressivement la loi. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que lorsque c'est Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing qui ont fait le regroupement familial, il y avait très peu, effectivement, d'immigrés en France. On ne pouvait pas les laisser seuls. Généralement, ils étaient dans la construction, comme dans le Midi de la France ou dans d'autres pays. Donc, entre le moment où on a fait le regroupement familial et aujourd'hui, il y a un siècle, plusieurs siècles sont passés et la situation n'est plus la même. On a l'impression, Michel Cotta, on a entendu Jordan Bardella dire qu'il était candidat à être Premier ministre en cas d'élection législative. Je trouve qu'il s'est vraiment un peu trop pressé, là, vraiment. Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen approuve.
Oui. Je suis Vous pas pensez sûre qu'il va y avoir une lutte de pouvoir entre les deux? Non, mais je pense qu'il s'est trop précipité sur le fait de dire qu'il était Premier ministre. Sans doute l'a-t-il dit pour sauvegarder Marine Le Pen et pour lui permettre d'être candidate plus tard. Enfin, on a déjà vu ça avec Édouard Balladur, qui a voulu, donc, qui soi-disant protégeait Chirac et qui en réalité a été son rival. Donc, je pense que, en plus, les sondages, comme vous avez vu, montrent que maintenant, Jordan Bardella est au-dessus de Marine Le Pen. Donc, non, je ne pense pas que ça puisse se passer longtemps sans une mise à jour définitive de la part de Marine Le Pen, je pense. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais il y a sûrement ça aussi qui joue. Enfin, c'est une parenthèse. Mais au-delà, la perspective d'une victoire de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle, ce serait une première dans l'histoire de la Ve République. Ah bah oui, ça serait une première dans l'histoire de la France tout court d'ailleurs, dans l'histoire de la Ve République, dans l'histoire. Mais enfin, nous voyons bien des pays dans lesquels effectivement la droite, surtout quand elle est comme Marine Le Pen maintenant, un peu éloignée de ses tabous, enfin elle s'est dédiabolisée comme on dit. Non, ce ne serait pas impensable en tout cas. Oui, ça veut dire au fond, parfois on entend. Ce n'est pas ce que les sondages disent en ce moment, mais enfin les sondages, on sait ce que c'est. Et de toute façon, 3 ans avant l'élection, bien malin et qui peut dire mais qui va l'emporter. On entend parfois Jordan Bardella, par exemple, dire au fond, nous aujourd'hui avec Marine LePen, notre discours est celui qui était celui de Jacques Chirac dans les années 80, de ce qu'était le RPR. Il parlait comme nous aujourd'hui. Oui, ben, on voit bien. Oui, il peut difficilement dire le contraire parce que lui aussi aura besoin des républicains. C'est d'ailleurs toute l'histoire mais c'est ça, du gaullisme au fil des ans. Oui, parce que vous racontez dans ce livre incroyable, Michel, qui s'appelle Ma cinquième. Oui, c'est votre Ve République. C'est aussi celle des gens qui m'ont Oui, mais c'est aussi un livre, votre regard intime. C'est-à-dire qu'on vous suit, on vous voit débuter dans le journalisme, on vous voit rencontrer Françoise Giroud, on vous voit avoir envie de participer à finalement à vivre la politique. Oui, d'abord, je fais partie des gens qui ne trouvent pas que tous les hommes politiques sont pourris. Il y en a sûrement, mais je trouve que la tendance aujourd'hui à trouver, à leur demander toute la transparence et à la fois à calculer le moindre de leurs défauts, Bon, je trouve que c'est une tendance générale, mais qui ne reflète pas quand même une certaine réalité. Quand on voit les maires, parlons pas des députés en ce moment, mais quand on voit les maires des petites communes, des communes ou des villes, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment sur le terrain tout le temps. Il suffit de voir les images de ce qui se passe dans les intempéries pour s'apercevoir que s'il n'y avait pas des gens politiques, des hommes politiques pour prendre des décisions, même à la base, la France ne marcherait pas très bien. Oui. On est quand même inquiète de la santé de cette classe politique. Voilà. Et justement, dans la période que je décris, qui est donc de Gaulle à Mitterrand, puis je continuerai après, mais dans la période que je décris, il n'y a pas encore ce déclin de la classe politique. Oui, peut-être qu'on voit d'ailleurs sur la couverture, magnifique, on voit le général et Georges Pompidou à l'arrière de cette, une déesse de l'époque. Et c'est au fond, on se dit aussi, mais bon, on avait des personnalités politiques, peut-être qu'on n'a plus aujourd'hui à ce niveau-là. Et on avait à la fois, l'expérience du général de Gaulle est unique. On ne peut pas comparer la personnalité du général de Gaulle. Et là, j'ai eu la chance, et je le raconte, j'ai eu la chance de le voir en 1958 arriver au Parlement et arrêter la crise algérienne et arrêter la 4e République et s'imposer, si vous voulez, en douceur, alors que c'était pas dit. Je ne vais pas comparer, on ne peut pas comparer tous les hommes politiques de la 4e au général de Gaulle. Enfin, Georges Pompidou avait une densité. Oui. Et, vous décrivez d'ailleurs ces cas découvertes dans votre livre de Georges Pompidou. C'est celui que j'ai sans doute le plus mal connu pendant cette période parce que j'étais trop jeune. Mais en tout cas, on voit l'homme politique qu'il est se former, puisque il a été dans l'ombre du général de Gaulle, puis il est passé dans la grande banque. On le voit tel qu'il est, c'est-à-dire extraordinairement intelligent, extraordinairement connaissant très bien les familles politiques françaises, on le voit à la fois prudent
et surtout très prudent, mais à la fois imaginatif. En mai 68, c'est quand même lui qui débrouille l'histoire de mai 68 avec les accords de Grenelle qu'il arrive à imposer, y compris au général. Donc c'est la grande personnalité. Quant à Mitterrand, bon, c'est 23 ans d'opposition. Il est là parce que pendant cette histoire-là, quand vous nous racontez Pompidou, il y a Chaban-Delmas, il y a Pierre Messmer, et il y a déjà Mitterrand, il y a Giscard. Déjà à l'affût, 23 ans à l'affût. Mais moi, par exemple, je suis convaincu, et je le raconte, que lorsqu'en 1962, on a fait passer l'élection du président de la République au suffrage universel, que De Gaulle voulait, je suis sûr à ce moment-là, il s'est dit oui, je vais jouer, je serai président de la République. Donc, tellement d'obstination, en quelque sorte, tellement de volonté, tellement... Bon. Et puis, il y a le personnage de Giscard, à la fois tellement romantique, tellement intelligent, et à la fois... tellement pris à la fin par l'attrait de sa fonction, devenu un monarque républicain sans l'avoir jamais cherché. C'est une évolution aussi tout à fait. Ce que j'aime bien au fond, c'est les itinéraires des gens. Comment ils évoluent au fil du temps, comment ils s'améliorent parfois, parfois ils se dégradent aussi, mais c'est très intéressant de voir l'itinéraire rapide, trop rapide sans doute, de Giscard. Mais enfin, c'est vrai qu'il ne s'attendait pas lui-même. 15 jours avant le vote sur sa réélection, il ne s'attendait pas à être battu. C'est fascinant parce que. Tout ça, c'est des luttes quand même. Non, mais c'est un roman. On est dans comme une histoire. Mais c'est aussi le roman de la France. C'est un roman de la France, c'est ça. C'est fascinant. Et derrière tout ça, il y a de la tragédie. Par exemple, on parlait de Georges Pompidou, la maladie de Georges Pompidou. Vous le découvrez, c'est caché. Puis un jour, vous avez ce choc de voir dans quel état il est. C'était caché, mais des gens le savaient. Des années plus tard, Michel Debré, donc, qui était son Premier ministre, m'a dit qu'il le savait depuis le début, presque. Mais les journalistes ne le savaient pas. On voyait qu'il prenait sûrement de la cortisone, on voyait qu'il avait du mal à marcher. Donc, c'est pas des choses qu'on dit quand on n'en est pas sûr. Donc, on se posait des questions. Moi, je l'ai suivi parmi les journalistes qui l'accompagnaient en Chine, pendant un voyage en Chine où il a souffert le martyre, paraît-il, parce que tout le temps des marches à monter, qu'il était là. Et puis, j'ai surtout suivi en Russie, son dernier voyage, à Pitsunda, où là, il était accompagné d'Édouard Balladur seulement. Édouard Balladur m'a raconté après les souffrances épouvantables. C'est tragique. Vous racontez que vous échangez un regard avec lui et il voit que vous constatez son état et il souffle. Enfin, il me regarde avec ses yeux gris comme ça. Il me regarde et il lève les yeux au ciel et il soupire. Et je me dis, mon Dieu, quel métier je fais. Je suis en train de voir s'il descend les marches de l'escalier normalement. J'ai presque eu honte de mon métier ce jour-là. Mais d'un autre côté, un président malade, c'est quand même un événement. Et le plus incroyable dans cette Ve République, c'est qu'on a eu 2 présidents malades. Pompidou puis François Mitterrand est malade dans la dernière année de sa fonction. Donc ça aussi, ça donne une dimension tragique. Tragique, mais alors en plus, un mot encore sur Pompidou, c'est vrai que tout le monde se dit qu'il va mourir, et vous voyez Chaban-Delmas, Giscard, programmer déjà, alors qu'il est encore en vie, programmer déjà l'élection présidentielle anticipée. Sur le moment, on se demande, je les vois bien sûr changer. Je vois que Giscard prend ses places, je vois qu'il a un message du président de la République, de Pompidou, qui lui dit vous serez appelé à des grandes fonctions. Mais enfin, on voit que chacun se prépare et que vous vous rendez compte ce que c'est pour Georges Pompidou, ce que ça doit être pour lui, de voir la lutte ouverte de son vivant, la lutte pour sa succession. Il en est conscient dans son rapport, il le sait. Et d'ailleurs, les derniers conseils des ministres qu'il a tenu, il n'était pas sûr de son état et de la gravité de son état. Et d'ailleurs, peut-être il se serait arrêté avant
il se serait reposé avant, peut-être que les choses auraient tourné autrement, hein, c'est ce que disent les médecins. Mais on le voit, qui à la fois dit « je serai là dans 15 jours », alors que... il part justement se mettre en vacances, et à la fois il voit tous ces gens autour de lui en se disant ils veulent quand même ma place. Oui, oui. Alors, c'est comme un roman, je le disais, parce qu'il y a les hommes de l'ombre, Marie-France Garot, Pierre Juillet, Oui, Chirac. il y a Donc je dis oui, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on découvre ceux qui ont à un moment le pouvoir, et puis il y a ceux qui sont encore dans l'ombre, Voilà. mais qui vont jouer un rôle Au majeur fond, après, voilà. Là, au fond, c'est l'histoire de trois hommes, au fond, qui sont, après De Gaulle, qui sont Georges Pompidou, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et puis bientôt vont monter en scène Jacques Chirac et plus tard Nicolas Sarkozy. On voit bien que cette Ve République est quand même beaucoup une lutte pour le pouvoir. Oui, oui. Et vous, Michel, vous avez des coups de fil, Mitterrand vous appelle. Moi, je fais mon voilà, métier. vous faites votre métier, et donc vous êtes au cœur de tout ça, au cœur de ces jeux de pouvoir. Ce qui est drôle, et je le fais encore avec joie maintenant, j'ai absolument pas perdu d'enthousiasme. J'adore avoir quelqu'un au téléphone qui me dit alors voilà, les plans c'est référendum ou alors etc. Et pourquoi pas cohabitation, ce qu'on me dit en ce moment, et avoir d'un autre côté quelqu'un de l'autre bord, donc de chez Macron, qui dit ah non ça. Si le texte n'est pas changé, on retire la loi. Ça. Donc, si vous voulez, au fond, on a tout le temps une double source, une triple source sur ce qui se passe. Et on voit bien que les adversaires se trompent souvent l'un sur l'autre. Alors qu'on se dit quand même, ils devraient se connaître mieux, ils devraient se surveiller mieux. Eh bien non, de temps en temps... tellement de choses les opposent dans leur cœur, dans leur tripes en quelque sorte, qui ne voient pas les vérités des uns et des autres. Oui, oui. Alors évidemment, ça commence avec le général. La Constitution, la Ve République, 1958, elle est forte, cette cinquième, dont vous faites le titre du livre, parce qu'on se dit aujourd'hui, elle est peut-être au bout du rouleau, je ne sais pas. Elle a été forte, oui, comme je le disais, elle n'est peut-être pas prête à fonctionner, elle n'est peut-être pas prête à fonctionner avec une majorité relative, elle n'est peut-être pas prête à fonctionner comme ça, donc elle a peut-être ses limites, mais jusqu'à présent, elle s'est adaptée. Oui, le 49-3, voilà, il y a des choses qui sont contestées. Le 49-3 a été voulu par le général de Gaulle, d'accord, mais enfin, il figure dans la Constitution. Et pourquoi est-ce que cet article 49.3 figure ? C'est parce que il y a eu, je ne sais pas combien de gouvernements, je crois qu'il y en a eu 24 en 12 ans de 4e République, et qu'il fallait bien, à un moment donné, rétablir une autorité présidentielle, ou une autorité en tout cas. Et le 49.3, c'est fait pour dire à une assemblée, quand elle n'est pas, quand elle est contre un projet de loi important, leur dire écoutez, voilà, c'est le désir du président de la République. Oui, mais au-delà de ça, oui, la démocratie. Mais peut-être faire ça, 43 fois, c'est beaucoup dire. Alors, Michel Rocard avait fait passer tous ses budgets par le 49.3, comme en ce moment, mais c'était plus acceptable, je ne sais pas. Oui. Enfin, le 49.3 existe dans la Constitution. Mais au-delà, Michel Cotta, l'idée de la démocratie, l'idée, au fond, on parlait de référendum, on parlait qu'à un moment donné, le peuple et sa classe politique ont besoin de se sentir, voilà, et qu'il y ait une légitimité démocratique à agir. Il y a une légitimité démocratique, mais... oui, mais enfin, elle peut aussi amener aux extrêmes. Donc il faut faire attention, nous sommes quand même dans un monde politique maintenant où il y a deux extrêmes quand même, là, à gauche et à droite. Donc est-ce que la conjonction des extrêmes peut aboutir à un gouvernement ? Non, c'est difficile. Donc la voie est très compliquée, je trouve, en ce moment, et la voie est très étroite. Jean-Luc Mélenchon qui proposait, lui, une 6e République. Et puis dont certains l'accusent d'avoir qui a signé la motion de rejet. Chaos et qui a signé la motion de rejet avec le Rassemblement national, quand même. C'est la première fois que ça se passe dans l'histoire. La première fois que... l'extrême gauche et l'extrême droite votent le même texte. Ça, c'est une rupture sur la Ve République pour vous ? Je ne suis pas sûr que je pense que c'est une rupture circonstancielle, en tout cas. La motion de rejet le permettait. Maintenant, je ne pense pas que s'il y avait eu une motion de censure, les deux auraient voté contre le gouvernement dans les mêmes proportions. Enfin, la motion de rejet, c'est un peu compliqué, permet aux gens de dire non sans
fiche en l'air le gouvernement. Donc c'est une occasion. Oui, on entend souvent évidemment les citoyens pester contre leur classe politique. C'était déjà le cas là, Michel, Oh, faut quand moins. même le dire. Moins. Ce dégagisme. Oui, mais à force de dégager tout le monde au bout de quelques années, la politique c'est aussi un métier, je veux dire. Et puis c'est aussi un métier parce qu'on fait quand même, on a la responsabilité du bien de tout un peuple. Et ils y croient. Ils veulent, les hommes politiques en général, ils veulent pas faire le mal du peuple. Ceux que vous avez rencontrés voulaient le bien vraiment de la France. Ah oui, alors ils voulaient le bien, ils voulaient aussi leur bien. Oui. C'est sûr. Mais j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu de président de la République faire le contraire de ce qu'il voulait pour le malheur de la France. Non, c'est vraiment, ils y croient. Ils croient qu'ils sont là pour appliquer une politique qui rende les Français plus heureux. Oui, sauf s'ils considèrent que tous les moyens sont bons pour gagner une élection. Oui, voilà, c'est ça la politique aussi. C'est la lutte de personnes opposée à la démocratie, à la lutte des gens. C'est intéressant parce que la lutte des personnes se répercute aussi. On a connu on a connu des partis politiques lorsque le RPR soutenait Chirac, il soutenait un homme et un combat. Mais à l'heure où parfois on dit les gens ne s'intéressent plus à la politique, vous êtes, vous, Michel Cotta, l'incarnation de quelqu'un qui s'est nourri de la vie politique. Oui, voilà, qu'il aimait. Qui s'en inquiète aussi beaucoup aujourd'hui. Je m'en inquiète beaucoup aujourd'hui parce que il faut un État qui gouverne, il faut des Français qui se sentent bien parce qu'ils sont gouvernés. Sinon, ça devient très difficile. Donc, je suis très inquiète à la fois par la classe politique et quand même son relative diminution d'autorité par rapport à tout ce qu'ont été les grands hommes de la première phase de la Ve République. On sent bien qu'il y a une classe politique très agressée, mais aussi parfois médiocre. Bon, et donc je ne suis pas dans une période d'optimisme formidable. Le risque, ce serait quoi pour vous ? Le risque, ça peut être, oui, la prise de l'État par des groupes plus extrémistes. Je ne mets personne en cause, mais enfin, ça peut être une évolution dramatique de la démocratie. Je sais pas, quand on peut couper les têtes, mais ça ne suffit pas pour gouverner, vous voyez. Oui. C'est-à-dire que vous dites que la démocratie française est en danger ? Non, je pense qu'elle ne l'est pas. Je pense que les hommes politiques sont en danger s'ils ne se mettent pas davantage en phase avec les besoins patents des gens. Et en matière d'immigration, par exemple, on sait bien quand même que, encore une fois, 70% des Français trouvent que la loi n'est pas assez rigide. Alors, je ne pense pas au péril de la démocratie, mais je pense au péril de la classe politique et à la dégradation, si vous voulez, des relations politiques. Ça me paraît risqué de mettre mal l'état d'esprit des Français, qui sont, comme on le sait, râleurs, peut-être ingouvernables, mais en tout cas, c'est un peuple qui existe depuis longtemps, qui existera encore. Donc, il faut quand même qu'ils trouvent des gens pour les diriger. Merci Michel Cotta. C'est absolument passionnant. Ma 5e aux éditions Bouquin, c'est vraiment un roman, le roman de votre vie et aussi au fond de l'histoire pour savoir l'histoire immédiate et l'histoire de la Ve République. C'est absolument incroyable. Merci beaucoup Michel Cotta. Merci, vous êtes trop gentil. Merci.